Bien, écoutez, alors mes chers collègues, sans plus attendre, même si à quelques 2 minutes près, nous sommes un peu en avance, je vous propose de poursuivre ces auditions par celle de M. Pierre Condamine-Gerbier, qui est gestionnaire de fortune, ancien associé et gérant d'un organisme dont nous vous parlerez certainement tout à l'heure. Monsieur, devant notre commission, la règle est de prêter serment, avec les conséquences évidemment qui découlent de cette prestation de serment. Alors, monsieur, prêtez-vous serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Merci beaucoup. Comme nous l'avons fait précédemment, nous allons organiser l'heure, je dis bien l'heure, car pour des questions qui nous échappent, des contingences dont nous ne sommes pas les maîtres, nous devons impérativement quitter cette salle à 18h, maximum. Donc, je vais vous laisser la parole pendant une dizaine de minutes pour présenter le sujet tel que vous voulez l'aborder. Puis après, notre rapporteur animera le débat en posant les questions qu'il souhaitera vous poser. Et puis, éventuellement, mes collègues l'enrichiront et le développeront. Tout ça dans le cadre d'une heure. Et ça y est, nous n'avons plus qu'une heure. À vous. Pardon. Merci de me recevoir ce soir. En guise d'introduction, je vais peut-être vous dire quelques mots sur mon parcours, de façon à laisser peut-être plutôt le temps qui nous est imparti et qui est précieux pour vos questions. Donc mon nom est Pierre Condamine-Gerbier, j'ai 42 ans, je suis français. Et depuis 20 ans, je travaille dans un domaine qu'on appelle le family office, qui est un peu différent du métier de banquier privé, puisque les gens qui travaillent dans ces bureaux familiaux, pour utiliser la traduction française, s'occupent évidemment du placement des liquidités et des investissements d'un certain nombre de grandes familles internationales, mais j'allais dire agissent essentiellement comme superintendants, super secrétaires privés, régisseurs pour le compte de ces familles et gèrent la quasi-totalité des différents aspects de leur vie personnelle et professionnelle, de véritablement la gestion du quotidien dans ce qu'elle peut avoir de plus répétitif et terre-à-terre, jusqu'à des aspects beaucoup plus complexes en matière de philanthropie, en matière successorale, d'art, d'immobilier, de bateaux, d'avions, d'éducation des jeunes générations. Les domaines sont extrêmement nombreux. J'ai eu le plaisir de faire ce métier dans deux environnements. L'environnement anglo-saxon, au service d'une grande famille d'armateurs grecs et d'une grande famille française, étant basé à l'époque à Londres, mais voyageant dans la plupart des places qu'on qualifierait aujourd'hui offshore du monde anglo-saxon, pour le compte de ces familles et des familles avec lesquelles elles étaient en affaires ou avec lesquelles elles avaient des relations personnelles et professionnelles. Et j'ai quitté ce monde anglo-saxon, toujours dans le même métier, en 2004, pour prendre résidence en Suisse. La société que vous mentionniez tout à l'heure sans la nommer, à savoir, à l'époque, ils n'étaient pas banques, ils étaient négociants en valeurs mobilières, REL et compagnie, m'ayant proposé de les rejoindre en Suisse pour développer ce métier de family office et d'y développer des synergies avec leur métier historique et traditionnel de gestion privée, puis de gestion bancaire. Dans ce cadre-là, pour le compte de ces grandes familles, françaises et non françaises, beaucoup de ces familles étrangères avaient des intérêts importants en France. J'ai eu l'occasion véritablement au quotidien d'être témoin des pratiques de l'ensemble de leurs conseils, et notamment de leurs conseils bancaires, banques françaises sises à l'étranger, banques étrangères, de banques européennes ou anglo-saxonnes, et de constater, je crois, à peu près la totalité des palettes techniques et schémas qui aient pu être imaginés depuis 20 ans, mis au service par ces banques, et en particulier par nos banques françaises, au service de ces clients internationaux, pour, dans certains cas, aider à une optimisation de la fiscalité de ces familles en restant dans les stricts paramètres des lois, des juridictions dans lesquelles ces familles avaient des intérêts personnels et professionnels, puis quittant la simple optimisation pour aller dans un accompagnement d'activités d'évasion au sens d'exil fiscal, notamment des personnes physiques et des structures de détention de leurs actifs, jusqu'à la fraude la plus avérée et la plus sophistiquée,
telle qu'elle est aujourd'hui, avec peut-être beaucoup de fausse naïveté, découverte dans l'environnement français au travers de l'affaire UBS. L'UBS n'ayant rien fait d'autre que ce que l'intégralité des banques suisses et étrangères présentes en Suisse n'ont fait sur le territoire français, si ce n'est qu'elle a mené cette pratique à une forme d'industrialisation qui fait d'ailleurs aujourd'hui que c'est la tête de l'UBS qui passe au-dessus du parapet. Mais je crois que vous pouvez prendre, on pourra y revenir si vous le souhaitez, l'ensemble des représentations de ces banques privées en France, et il n'y en a pas une qui n'ait utilisé ces bureaux parisiens ou régionaux, non pas, si ce n'est superficiellement, pour y attirer une clientèle résidente française, transparente, clientèle privée ou institutionnelle, mais véritablement pour y établir des filets de pêche destinés à accompagner les besoins d'un certain nombre de petites, moyennes et grandes fortunes françaises à la recherche de techniques de non-déclaration ou de fraude, les accompagner en Suisse, et puis l'environnement suisse changeant à son tour, les accompagner plus loin, sous d'autres cieux plus distants, mais aussi au travers de techniques plus sophistiquées et plus opaques. Je tiens à vous préciser au passage que contrairement à ce que je peux lire dans les médias français notamment, non seulement et même suite aux affaires que nous avons connues très récemment, dont l'une m'a concerné comme témoin à titre très, très particulier, non seulement ces pratiques ne s'arrêtent pas, mais elles continuent. Elles ne font que se sophistiquer, mais elles continuent, et elles continuent également sur le territoire français. Donc voilà un petit peu le témoignage d'ensemble que je me suis proposé de venir vous apporter aujourd'hui. Mes interventions dans les différents médias, comme vous avez pu le voir, datent de longue date. Ils datent de 2006-2007, à l'occasion du mandat politique que j'exerçais à l'époque en Suisse, où j'étais le représentant officiel de l'UMP et où j'ai dénoncé les pratiques de ma famille politique. Ce qui montre qu'aujourd'hui, ma motivation est une motivation de citoyen français dont la voix commence à devenir plus forte et haute que celle du professionnel, qui est également, que j'ai également été pendant 20 ans. Et aujourd'hui, ce que je constate, et je constate depuis 20 ans, est une très large utilisation par l'ensemble des personnalités et partis politiques de l'ensemble de l'échiquier français des techniques mises à disposition par ces intermédiaires financiers, banques françaises inclus, mais pas seulement, et que aujourd'hui, je constate et ai constaté depuis 20 ans une immense hypocrisie. Lorsque l'on regarde la façon dont les Suisses ont traité l'affaire UBS quand elle a concerné les États-Unis et la façon dont les Suisses et l'UBS traitent les difficultés qui les opposent aujourd'hui aux autorités françaises, on a l'impression de ne pas avoir la même banque en face de soi. Alors certes, le marché américain n'a pas la même importance que le marché français en cas de perte de licence bancaire pour une maison comme l'UBS, mais je crois que ce qui fait qu'aujourd'hui, même la direction actuelle continue à nier des pratiques qui pourtant sont avérées par de très nombreux témoins, et qu'il y a un sentiment d'impunité de la part de cette direction, appuyée par sa direction générale suisse, lié au fait que l'UBS, comme tout un tas d'autres banques françaises, ont du grain à moudre et une monnaie d'échange vis-à-vis de la France, parce qu'ils ont dans leur livre un certain nombre de nos hommes et femmes politiques, ce qui n'était pas le cas, ou en tout cas beaucoup moins le cas, pour les États-Unis. Donc au-delà des rapports de force économiques, je crois qu'il y a clairement une différence d'appréciation, et c'est tout un pan du système qu'on est en train de soulever. Les pratiques qui ont été découvertes à l'occasion de l'affaire Cahuzac ne sont pas très clairement... oui, c'est évidemment aussi le mensonge d'un homme, mais c'est surtout le mensonge d'un système, c'est le mensonge de la classe politique française, sur tous les bords de l'échiquier, encore une fois, depuis finalement 1934. Je vous rappelle que les Suisses, l'ironie de l'histoire, c'est que les Suisses ont inventé le secret bancaire parce qu'ils se sont fait piéger en France, à Paris, à l'occasion d'une affaire qui, en 1934, était qualifiée de l'affaire de la Banque commerciale de Bâle, qui a failli faire tomber le gouvernement Herriot. Et lorsque les bons d'obligation étaient payés en liquide et remis à différents membres de ce gouvernement dans les locaux de cette banque, si vous relisez sur Internet le détail de cette histoire, vous avez, 80 ans avant, quasiment le script de l'affaire Cahuzac. Donc en fait, on découvre aujourd'hui quelque chose que nous, praticiens,
impliqués ou témoins du monde de la gestion de fortune anglo-saxon et également du monde de la gestion de fortune des pays de droit civil comme la Suisse, constatons depuis 20 ans. Et c'est ce témoignage que je me proposais de vous apporter et de répondre, j'espère, le plus précisément à vos questions, pas seulement comme technicien, mais surtout comme praticien ce soir. Voilà, écoutez, quelques mots merci. d'introduction. D'ailleurs, nous n'allons pas perdre de temps.